jours. C'est beaucoup de pression, tout ça, de voir mon gros visage comme ça en rose. Je me fais jamais, je n'arrive pas à m'habituer encore à voir autant d'image depuis quelques temps. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, je suis très, très surprise. Et, et c'est vrai que je vais être franche avec vous, je vis une petite pression aujourd'hui parce que moi, je n'ai pas étudié à l'université pour être créative. J'ai étudié pour être prof et pour être chercheuse. Et la créativité, ben, en fait, c'est celle qui m'a permis d'arriver avec un produit différent au moment des évaluations. On va dire ça comme ça. Donc, je me nomme toujours Myriam Labidi. J'habite à Tiohtià:ke. On l'appelle aussi l'île de la Tortue. Ou si vous préférez Montréal, c'est un territoire non cédé Mohawk. Je suis une personne queer. Comme Lorena et Diana vous l'ont dit, je suis professeure dans le réseau du collégial. Je suis professeure de sociologie. J'ai aussi une mineure en anthropologie et j'ai un doctorat en sociologie de l'éducation. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur la culture hip-hop. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la créativité assez. Je suis créatrice de contenu aussi depuis quelques années. J'ai un blog et une page Instagram aussi. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller voir ça, du nom de Maya Sana. Il n'y a rien de très, très symbolique derrière le nom qui a été choisi. Ça a été choisi très, très au hasard. Et finalement, comme ça me suivait, ben, je me suis dit, ben, je vais l'adopter. Alors, c'est pour ça que ça s'est graduellement, c'est devenu quelque chose de… c'est devenu un blog. Je suis la fière maman de deux cocottes au nom de Salomé et Léonore, qui sont métisses, à moitié marocaines et moitié québécoises. Comme Diana vous l'a dit, c'est ça, je suis d'origine marocaine, je suis née en France et je vis au Canada depuis à peu près 20-21 ans maintenant. La présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est un heureux mélange entre mes divers champs d'intérêt, parce que j'en ai vraiment beaucoup dans la vie, qui m'ont permis de créer ce personnage de Maya Sana dans les réseaux sociaux avec lequel j'œuvre depuis quelques années. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas une double vie là. Je suis vraiment Maya Sana et vraiment Myriam, ou si vous préférez, je suis d'abord Myriam, puis après je suis Maya Sana. Je crois que depuis toute petite, à la blague, j'ai dit que je suis féministe depuis l'âge de 6 ans, mais ce n'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose de très, très vrai. À partir du moment où ma mère, elle m'a dit un matin qu'avec mon frère, ce n'était pas pareil parce que c'était un garçon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais ça a provoqué comme une espèce d'étincelle. Et ça m'a tout de suite donné le pouvoir de me décoloniser réellement de ça. Donc, c'est vrai que depuis le début, je crois, de mon intellectualisation, mes idées ont toujours été centrées autour de la décolonisation de soi et de l'émancipation de soi. Et donc, réellement, j'ai créé ce personnage de Maya Sana finalement en partageant une image, une approche décolonisée, ne serait-ce que de mon image, certes, mais aussi d'un style de vie. Et en fait, finalement, ce besoin de décolonisation et d'émancipation de soi m'a amené naturellement à poursuivre mes études jusqu'au bout, c'est-à-dire de décrocher mon doctorat et finalement de faire une thèse de doctorat qui était hors norme, puisque j'ai travaillé sur la culture hip-hop en éducation. Et même, je me souviens, lorsque j'étais arrivée avec cette idée il y a quelques années, directeur et jury qui m'ont évaluée m'ont carrément dit dès le départ que je ne travaillais pas sur un vrai sujet sociologique et un vrai sujet d'éducation. Mais il a fallu démontrer par une rigueur scientifique que finalement, oui, travailler sur le hip-hop, les connaissances développées d'un point de vue cognitif par le hip-hop pouvaient être scientifiquement reconnaissables et avaient une certaine légitimité. La décolonisation de soi, l'émancipation de soi va m'amener finalement à parler graduellement, mais même à rentrer carrément dans le vif du sujet, des acquis constitutionnels dans notre société occidentale qui nous ont amenés vers une égalité plénière théorique. Donc, effectivement, nous sommes dans une société où tous les individus ont les mêmes droits, hein, et on le voit, et au fur et à mesure qu'on avance, surtout au Québec et au Canada, le progressisme de notre mentalité collective fait en sorte qu'on cumule des droits, effectivement. Mais vous le savez autant que moi, il reste un grand travail concernant la répartition des pouvoirs.
Ça, je crois réellement que c'est un challenge de notre société. Et je pense que vous avez déjà dû le remarquer tout de suite que je superpose en fait ce qu'on appelle les minorisations. Je suis quelqu'un qui est placé en situation d'intersectionnalité et vous savez que les minorités dans notre société, malgré le fait que l'égalité plénière soit théorique et soit là, n'ont pas encore de place et surtout n'occupent pas de postes importants dans l'espace public et collectif. Et la difficulté est d'autant plus exacerbée pour les personnes qui vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, superposer des minorisations, comme par exemple être une femme racisée, appartenir à la communauté LGBTQ+ élargie, ce qui peut être mon cas, par exemple. Cette situation, comme je vous l'ai dit, s'appelle l'intersectionnalité. Je vais vous définir rapidement l'intersectionnalité comme l'entrecroisement des oppressions de race, de classe, et de genre et de sexualité. Et c'est à partir de ce constat-là que je vais pouvoir partager avec vous mon point de vue sur mon concept de matriarcat. Parce que, comme Lorena l'a dit, j'ai placé ma démarche intellectuelle et j'observe différemment le matriarcat et à la limite, je me suis permis de le déconstruire. Comme je vous l'ai dit, je suis, en parlant de matriarcat, une mère séparée, donc en garde partagée, racisée de descendance d'afrodescendance, c'est-à-dire je proviens de peuples qui ont été oppressés, qui ont été colonisés pendant de nombreux siècles et j'appartiens en plus à la communauté LGBT+ élargie. Et donc, ma conception du matriarcat va s'éloigner un peu de ce qu'on peut s'attendre du matriarcat. Vous le savez, de manière très, très générale, le matriarcat va se définir comme une forme d'autorité qui va reposer entre les mains des femmes de la famille et cette forme-là existe depuis la nuit des temps, finalement, depuis les temps ancestraux. On va très souvent opposer matriarcat et patriarcat. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est vraiment les définitions basiques qu'on donne à nos étudiants en sociologie de la famille. Et le patriarcat, vous le savez, c'est cette forme d'autorité qui va reposer sur les hommes de la famille et qui va généralement conférer au père cette autorité absolue sur tous les membres de la famille, une autorité décisionnelle généralement. Okay. Et ces termes de patriarcat et de matriarcat ont été graduellement étendus pour pouvoir comprendre le pouvoir autoritaire du masculin versus le féminin. Et aussi, on véhicule dans l'idée, dans notre société, qu'on dit progressiste, que le jour où les femmes vont prendre le pouvoir, on va voir nos sociétés devenir plus justes et plus équitables. Et c'est là que je vais intervenir, je crois personnellement. Je crois réellement que dans notre prise de conscience collective, nous avons un devoir d'urgence de stopper les oppressions à l'endroit des populations vulnérables de notre société, notamment les personnes BIPOC ou appartenant à n'importe quel type de minorité qui n'a pas finalement de pouvoir décisionnel. Quand je dis personnes BIPOC, c'est vraiment l'acronyme que j'utilise pour Black, Indigenous, People of Color, et leur céder du pouvoir. Je pense que dans notre société, il est temps que tout le monde soit représenté et vous le savez, on est loin du compte. Donc, remplacer pour moi les hommes par les femmes, c'est finalement pas un travail qui est constructif, je crois, parce qu'on va observer la division des pouvoirs de manière binaire. C'est-à-dire, encore, on va opposer les hommes versus les femmes. Et je crois que moi, j'ai un malaise à ce moment-là, d'accord ? Je pense qu'on est rendu à un moment où, dans notre histoire de l'humanité, le pouvoir ne peut pas être remis dans les mains du même groupe de personnes. C'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever des mains des femmes ou des mains des hommes pour le remettre dans les mains des femmes. Ça ne fonctionne pas. Je crois qu'en tant que féministe décoloniale comme je suis, je pense réellement que tout le monde doit avoir un accès au pouvoir, peu importe son identité ou son expression de genre. Et ça, je crois que c'est réellement important. Et donc, on devrait plutôt parler d'un pouvoir inclusif qui permettrait à tout type d'individu, dépendamment de l'expression de genre et l'identité de genre auquel cette personne va se rattacher, et lui donner la chance d'accéder à des postes de pouvoir qui permettent de changer les choses. Donc, d'où la raison pour laquelle le matriarcat peut être plus considéré comme une forme de matricentrisme qui est plus inclusif, à mon avis. D'accord ? Et encore là, c'est discutable. Okay ? De ce fait,
En redéfinissant le concept de matriarcat, je dois redéfinir le concept de maternité, vous vous doutez bien. Ça va avec en règle générale. Parce que généralement, quand on m'invite pour discuter là-dessus, on me demande de me positionner aussi comme mère. Donc, j'ai toujours considéré mon rôle de mère avant tout comme un rôle parental. Et c'est là la différence. Et je crois que socialement, le fait d'avoir un enfant est une charge importante qui incombe les femmes. Donc, c'est vraiment une charge qui est sur les épaules des femmes et ça va leur donner encore une pression sociale, ça va encore peser sur elles une pression sociale. On va encore penser que l'instinct maternel est une construction naturelle et que vous le savez très bien, c'est une construction sociale. Et c'est juste pour nommer ces effets pervers-là. Je pense que nous sommes arrivés à un point où avoir des enfants n'est plus uniquement de responsabilité maternelle ou, j'ai envie de te dire, paternelle aussi. Je pense que c'est un projet parental qui est partagé et aussi c'est un projet parental social et collectif. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables des enfants de chacun finalement. Okay? Donc, et c'est un pouvoir qui doit être partagé. Et en plus, vous le savez, dans notre société, la diversité des structures parentales ne fait que prouver ce constat-là. Donc, une structure parentale, biparentale, hétéroparentale, c'est plus la normalité dans notre société. Les structures sont différentes, elles sont éclatées. On parle de transparentalité, on va parler de lesboparentalité, d'homoparentalité, de monoparentalité au féminin, de monotransparentalité, etc., etc. D'accord ? Donc, en faisant ce grand exercice de décolonisation de mon statut de mère, donc de parent, ma reconsidération du patriarcat ou du matriarcat ou du matricentrisme ou à la limite de l'inclusivité en général, donc c'est en faisant cet exercice de décolonisation de soi, c'est-à-dire de m'exprimer finalement dans ce que je suis le plus naturellement possible, c'est-à-dire une personne queer, d'expression femme, racisée, mère de famille, avec une volonté de se réapproprier ses savoirs finalement spirituels, ancestraux, parce que c'est ce que j'essaye de véhiculer. C'est qu'à partir de ce constat-là, puis à partir de cette réappropriation-là, que j'ai pu réellement m'émanciper, mais mettre en place un processus d'émancipation fort qui va avoir des racines qui vont se planter. Et c'est ça que je vais partager en fait avec vous aujourd'hui. Et donc, je me suis épanouie de la sorte. Donc, ainsi, je pense que si jamais vous avez eu l'occasion de regarder comment j'ai développé ma création de contenu, ma création de contenu va être teintée de cette émancipation-là. Et l'ensemble de cette création-là se veut participatif à l'émancipation de d'autres personnes. Donc, ce que je partage sur les réseaux sociaux, dans mon blog ou même à la limite les contenus de mes cours en salle de classe, veille réellement à offrir des outils pour que toutes les personnes puissent s'émanciper en fonction de leur pleine expression identitaire. Donc, c'est-à-dire si tu es une personne qui te considère comme femme, une personne qui va te considérer comme binaire, homme, demi-boy, il y a tout un tas d'expressions, demi-girl, il y a tout un tas d'expressions. Je pense qu'on a un parapluie de 50 types d'expressions d'identité. Avant qu'on passe au break-up room, je vais rapidement vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Et ensuite, je pense que Lorena, on va commencer à discuter en ce qui concerne l'émancipation et la créativité. Tout mon style de vie va être intersectionnel, c'est-à-dire tout ce que je vais porter, les tatouages qu'il va y avoir sur ma peau, le maquillage que je vais mettre sur mon visage, mes bijoux, ma façon de m'exprimer, tout va être intersectionnel. C'est-à-dire que tout va être choisi en fonction de véhiculer un message politique. Et c'est pas, rien n'est anodin. Et c'est même très fatigant certaines fois. Et moi, j'aimerais ça, tu sais, comme juste être cool, là, de me dire arrêtez d'éviter d'aller au McDo parce que ça correspond pas à mes valeurs. Mais c'est plus fort que moi parce que je ne pourrais pas aller au McDo même si j'ai faim. Il va falloir que j'aille à une autre place où je vais attendre d'arriver chez moi, où je ne peux pas acheter quelque chose quelque part sans forcément me dire est-ce que je vais changer quelque chose avec cet achat-là. Donc, c'est vraiment des fois très fatigant. Et donc, c'est-à-dire que tout mon style de vie, comme je vous l'ai dit, il est queer et il est surtout très politique. Comme je l'ai dit, jusqu'à la nourriture que je mets dans ma bouche.
Et effectivement, comme j'avais ce style intersectionnel très, très fort-là, j'ai eu vraiment envie de le partager avec d'autres femmes, d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres personnes non-binaires. Et c'est comme ça qu'est née Maya Sana, finalement. Donc, ce que je voulais faire, c'est de pouvoir aider à l'émancipation par la créativité. Et c'est vraiment mon travail, finalement. Comme n'importe quelle créatrice de contenu, je vais utiliser tous les ingrédients classiques, hein, qui sont normalement utilisés par les créatrices de contenu, quoi. Photos, tutoriels, articles de blog, des quotes, les stories, tout, 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 hein. Il n'y a rien qui est oublié, réellement, je vous assure. Parce qu'en fait, c'est un univers que je connais très, très bien, l'univers du blog, parce qu'avant d'être créatrice de contenu, j'étais chroniqueuse pour plusieurs blogs déjà. Donc, j'ai observé les autres, j'ai regardé finalement comment elles ont réussi à véhiculer leur message avec cette manière ludique et je me suis réapproprié finalement ce canal-là et je l'ai teinté finalement de mon émancipation. Et donc, je vais me permettre de vous envoyer un break-up room. Et peut-être que la question qu'on va se poser va être la suivante. Comment on peut s'émanciper à travers la créativité? Voilà. Ce que j'ai essayé en discuter, effectivement, tu sais, l'émancipation assumer pleinement son orientation sexuelle, c'est très émancipateur et très libérateur. Ça, là, il n'y a rien à dire avec ça. Et comme je le disais, lorsqu'on assume réellement qui on est, on fait de mal à personne. Ça, c'est vraiment important, je veux dire, dans le processus et dans le cheminement pour aller jusqu'à l'émancipation, je crois. Et c'est ce que Marie-Ève partageait avec nous comme expérience. Et effectivement, la question du polyamour, elle va être, malheureusement, elle va être discriminatoire dépendamment si c'est l'homme qui va l'embrasser ou si c'est la femme qui va l'embrasser. Lorsque l'homme va embrasser le polyamour, il va l'affirmer tel quel sur la place publique, finalement. Donc, c'est vraiment son identité publique où c'est quelque chose qui va être très, très valorisé. On va vraiment le voir comme quelqu'un qui a réussi, qui a du pouvoir, etc. Lorsque c'est une femme qui va assumer pleinement son polyamour et qui va l'exprimer au grand public ou au grand jour, elle, par contre, elle va être moyennement considérée. Il va y avoir encore des idées reçues à son endroit, des attentes sociales, une pression sociale importante concernant le comportement attendu d'une femme, en fait, généralement. Et c'est ce qu'on essayait on essayait réellement de discuter là-dessus. Puis aussi, on est allé aussi sur la problématique de la conciliation travail-famille, qui est quand la conciliation travail-famille est mal faite, c'est un problème de santé publique. Ça, on le sait. Et finalement, à l'heure actuelle, s'il y a encore des barrières persistantes concernant la réussite de la conciliation travail-famille, l'un des acteurs ou l'une des actrices qui fait en sorte que cette conciliation travail-famille ne puisse pas se faire finalement tant si bien que ça, ce sont les femmes, puisque les femmes contribuent à conserver les rôles traditionnels de la répartition de la domesticité à l'intérieur de la famille et qui fait en sorte qu'elles ne sont pas prêtes à léguer certaines tâches importantes ou la moitié des tâches aux hommes. Et c'est là que j'ai dit, là aussi, on parle encore du rôle de parent de mère et du rôle de parent de père. Et on va plus loin parce qu'il y a des parents qui sont non-binaires aussi, qui ne sont ni mère ni père. On a aussi des mères trans et des pères trans. Donc, ça aussi, tout ça est à déconstruire finalement. Et à partir du moment où on a décidé de déconstruire ça, ça devient très, très libérateur. C'est comme, ça t'enlève. Oh, wow, je peux être ce que je suis. Oh non, c'est vrai. Puis tu sais quoi? J'irai même pas en prison. Ma vie n'est pas menacée. Rien. Je peux être ce que je suis. Et à partir du moment où tu décides d'être ce que tu es, toute ta vie elle va être teintée de cette liberté d'être. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est ça l'émancipation. Et c'est ça l'épanouissement de soi. La troisième partie de la conférence va concerner ma démarche et mon processus créatif, en fait. Comme je vous l'ai dit dès le début de la conférence, moi, je n'ai jamais étudié pour être créative, hein, pas du tout. Au contraire, je vais même vous faire une confession. Moi, j'ai eu très, très longtemps honte d'être créative. Quand j'étais à l'université, quand j'arrivais avec mes cheveux, la couleur de ma peau, la façon de m'habiller, j'avais tellement envie d'être une étudiante grise, taupe, qui vit toute sa vie à la bibliothèque. J'avais pas envie d'être colorée comme je suis, mon accent, aimer danser, aimer chanter. Pour moi, je pensais que c'était pas possible la compatibilité entre le fait d'être
une artiste et d'être une intellectuelle, ça ne fonctionnait pas. Mais en fait, non, finalement, c'est très, très complémentaire et c'est encore mieux. Et en fait, cette peur, elle vient de ma communauté parce qu'en fait, dans ma communauté nord-africaine, la réussite sociale, elle va passer par une réussite classique à l'école, de type bon métier, avocat, médecin, encore prof, ça va, là, tu sais. Et pour bien gagner sa vie. Et être une artiste, ben, c'était très souvent synonyme de précarité. Et moi, je voulais étudier la danse. Et mon père m'a dit, ben, la danse, c'est pas un vrai métier. Tu peux pas l'étudier, donc il m'a interdit de le faire. Et donc, je suis restée toute cette vie-là avec ce besoin d'étudier finalement la danse. Et donc, il a fallu que je trouve un moyen justement pour pouvoir exprimer ma créativité ailleurs. Et donc, quand même, j'ai eu la chance de choisir un métier qui m'a permis qui me donne la possibilité de m'exprimer, surtout qui me donne le temps de le faire. Parce que je suis enseignante, je suis prof, et donc mon calendrier correspond au calendrier scolaire, ce qui me laisse la possibilité de bien m'occuper de mes enfants et d'être très, très présente pour elles, mais aussi de pouvoir être très, très créative et d'avoir le temps de le faire. Le résultat, moi, que j'espère obtenir lorsque je vais présenter une création de contenu, c'est de sensibiliser avec mon propos. Okay. Je ne sais pas si Lorena va mettre des exemples de ma création de contenu. Peut-être pour, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller sur Instagram. Je peux aller chercher puis je partagerai. Ouais, ça pourrait être intéressant pour que vous puissiez voir. Et donc, finalement, ce que je veux faire, c'est donner des outils aux personnes très souvent de ma communauté, aux femmes afrodescendantes qui n'ont pas de modèle de représentativité, de réussite, notamment dans les médias. Nous sommes totalement absentes des médias québécois, totalement absente des médias francophones occidentaux, parce que ce sont des médias qui sont blancs et nous, on n'est pas là. Oh, voilà. Donc, voilà, c'est là que l'inconfort de Myriam arrive. Oh mon Dieu, je me vois trop en photo, puis je ne me supporte plus de me voir, je vous dis la vérité. Donc, effectivement, à chaque fois que je vais proposer quelque chose, une création, j'ai réellement l'intention derrière de pouvoir donner des outils aux femmes de ma communauté pour qu'elles puissent être créatives dans leur émancipation. J'utilise mon image et ma vie. Donc, c'est vraiment mon point central et vraiment, je vais manipuler ça. C'est vraiment mon expression créative et c'est à partir de mon image et de ma vie que je vais pouvoir construire. Donc, je vais créer comme ça. C'est vraiment à partir de ça. Alors, je discutais avec Lorena, je dis, tu sais, des fois, je trouve ça, cet exercice super narcissique de devoir toujours utiliser mon image. Puis, elle m'a dit, tu sais, Frida, elle passait tout son temps à se dessiner. Et c'est vrai, mais je ne veux pas me comparer à Frida. Tout simplement, non. Elle se dessinait parce qu'elle n'avait juste qu'elle. Et moi, je n'ai juste que moi, finalement. Mon image d'une femme de mon âge, mère de famille, qui n'est pas du tout présente dans les réseaux, qui n'est pas du tout présente dans les médias, qui n'a que les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Et donc, j'utilise mon corps, qui est un corps qui a eu des enfants. J'utilise mon visage, qui n'est pas un visage qu'on va avoir l'habitude de voir dans les médias. J'utilise mes cheveux, qui sont des cheveux qui ont une portée politique importante. Et à partir de ça, ben, je joue. D'ailleurs, c'est ma cousine et elle est présentement en train de garder mes enfants. C'est Sabina. Je tiens à vous dire. Puis, effectivement, on se ressemble beaucoup, effectivement. Donc, ça, c'est des exemples qu'on peut faire là-dedans. Mon image va toujours soutenir mes propos et comme je l'ai dit, c'est un exercice assez narcissique avec lequel je vis pas mal d'inconfort. Mais c'est la seule compétence que j'ai finalement de pouvoir utiliser mon image et c'est la seule chose dont je dispose en fait. Je conçois mon style de vie, comme je vous l'ai dit, de manière très intersectionnelle. Ah, ça, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, il faut bien quand même que je me fête. J'aimerais ça vous dire quelle image... Ah, ça, c'est tiens, ça, c'est avec ma fille. On avait joué à Frida, toutes les deux. Sans faire de réappropriation culturelle, on a essayé de trouver un équilibre là-dedans. Je crois, ouais, ça c'est un cadeau qui m'a été offert par une amie le jour de la journée mondiale des droits de la femme, le 8 mars. J'avais reçu ça en cadeau. Donc, c'est ça. J'ai cette chance extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens qui veulent me prendre en photo. Donc, je joue beaucoup avec ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'expose et je partage des espaces significatifs et symboliques de ma vie qui sont propices à soutenir à l'émancipation, c'est-à-dire tout ce qui va avoir rapport avec mes positions politiques,
mes expériences d'oppression. Puis ces dernières années, j'ai fait pas mal ça. Donc, surtout mes expériences d'oppression dans le milieu de travail, finalement, dans les rapports interindividuels, au niveau de la présence dans les médias. Le seul, finalement, espace que je n'ai pas été capable encore d'explorer, c'est celui qui va concerner les relations amoureuses. C'est quelque chose qui est très, très, très émotif chez moi et avec lequel je ne suis pas arrivée là dans mon processus créatif. Donc ça, c'est… Et je sais pertinemment que quand je commence à parler de relations amoureuses, de monogamie, par exemple, là, on retravaille sur la… J'ai commencé déjà à discuter sur le concept de monogamie avec ma communauté. C'est très… Les personnes, les femmes ont un grand intérêt par rapport à ça, mais moi, je ne suis pas prête émotivement encore à le faire. Et donc, ce que je disais, mes expériences d'oppression, et depuis un an à peu près, un peu plus d'un an, tout ce qui va avoir rapport avec mes intérêts pour la spiritualité. Donc ça aussi, je crois que réellement, c'est un univers que je veux partager parce que j'ai réellement en un an ce que j'appelle décoloniser ma spiritualité. Donc pendant des années, je me suis considérée comme une personne athée, mais finalement une personne qui croyait en des énergies, des esprits, etc. Puis avec l'étude, avec finalement mes ressentis, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments de spiritualité très très forts qui dormaient en moi et que je voulais partager. Donc des pratiques spirituelles, culturelles, ancestrales que je partage finalement avec les femmes. Ça, c'est la bannière de mon blog. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Ça date de 2-3 ans, je ne sais pas. Donc, mon blog ressemble. Ça, c'est quand j'ai coupé mes cheveux très courts. Et c'est moi, enceinte de ma fille Salomé ici. Non, juste pour vous dire. Donc, ça c'est comme des exemples. Je me ressemble même plus à l'époque. J'ai vraiment l'impression d'être une autre femme déjà. Donc, je travaille, alors concernant le matériel avec lequel je travaille, que ce soit photo, vidéo et infographie, je vais travailler uniquement avec mon matériel et rien d'autre. C'est une règle que je me suis fixée et comme vous l'avez remarqué, je joue beaucoup avec mon physique. J'ai découvert que j'avais un physique comme celui-ci très récemment. J'ai jamais été quelqu'un qui était… je me suis toujours trouvée moyennement… parce que moi, quand j'étais jeune, les modèles de réussite, c'était Vanessa Paradis, quoi. Elle était blonde, petite, avec une petite voix. C'est pas une fille nord-africaine d'origine marocaine, là, et puis très africaine dans sa démarche, quoi. Et donc, j'ai toujours pensé que j'avais un physique qui n'était pas beau. Tu sais, je me dis, je suis pas belle, mes cheveux sont pas… Et que finalement, avec le temps, finalement, oui, j'ai commencé à apprécier ce que j'étais. Ce que je disais à Sabina hier, je dis, tu sais, Sabina, ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on est à la mode avec nos cheveux et tout ça. Avant, personne ne nous regardait. Je trouve ça très, très drôle, mais c'est vrai en plus. Donc, je joue beaucoup. Donc, je joue beaucoup avec mon physique et mon corps et je l'utilise comme porteur de messages. Donc, je vais prendre mes photos et je vais écrire mes textes autour de ma photo. Mais des fois, ça va être… le texte qui va aller chercher la photo. Et d'autres fois, c'est la photo qui va venir chercher le texte. Parce que généralement, je ne vais pas écrire un texte et prendre une photo pour que ça matche. Pas du tout. Je veux que ça soit organique. Je veux que ça soit des rencontres d'énergie finalement. C'est vraiment comme ça que je le conçois. Donc, je vais avoir une très, très grosse banque de photos parce que je suis très souvent sollicitée maintenant pour faire des photoshoots. J'organise aussi des photos, des séances de photos pour moi. Comme ça a été improvisé devant un dépanneur dans Rosemont. Il n'y a rien de… Avec un téléphone, un iPhone 8, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Et pourtant, la photo, elle a bien marché. Ça aussi, c'est une amie qui m'a pris clac, clac. Là. Donc, et des fois, je ne mets même pas de texte. Je sais qu'il y a quelque chose dans l'intention de la photo. Comme celle avec Olivier, là, par exemple. Là, je veux que vous… ici. Là, je veux que vous voyez comment il me tient la main. Il m'a dit, viens, on va ressembler à un couple royal. Je lui ai dit, OK, viens. Lui, il est marié. Alors, c'est pour ça que j'ai bien marqué, j'avais bien spécifié qu'on s'était prêté au jeu. Je ne voulais pas avoir de problème avec sa conjointe. Donc, il m'a pris par la main comme une enfant. Il m'a dit, viens. Et puis, clac, elle a pris la main. Et puis, ça a donné c'est un super beau modèle d'image de couple racisé qui a réussi là. C'est juste trop beau, quoi. Et vraiment, c'est vraiment là-dessus qu'on a joué. Et comme il s'appelle Olivier, ben, je me suis dit, tiens, comme je travaille beaucoup sur les symboles nord-africains, ben, l'olivier est un arbre sacré chez nous. Donc, j'ai pris le temps d'expliquer pourquoi l'olivier est un arbre sacré. Et donc, ça donne aussi des éléments, c'est aussi un apprentissage, quelque chose de pédagogique que les femmes de ma communauté vont recevoir. Donc, c'est ça.
Concernant la direction artistique, à moins que ça soit booké pour un photoshoot, c'est moi qui fais ma propre direction artistique. Et puis ça, c'est super intéressant parce que c'est là que je contrôle de A à Z finalement ma créativité. Parce que j'ai la chance extraordinaire de pouvoir donner une image, mais je sais aussi écrire. Donc, je fais… Et c'est ça, c'est le fait d'être auteur aussi qui me donne ce pouvoir. Et vraiment, j'ai compris que le fait de maîtriser la communication tant orale qu'écrite permettait à l'émancipation. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, je pars toujours d'un détail. Tous mes choix sont politiques, l'expression artistique et tout ça. Je vais finir avec l'écriture et puis après, je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur le statut de matriarcat, mon statut de mère, au niveau de l'émancipation. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. J'ai la chance d'aimer écrire et de savoir écrire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et en fait, cette chance de savoir écrire, elle est le résultat d'un sacrifice qui a été fait par mon père et ma mère. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas appris ma langue native, qui s'appelle le tamazigh, pour être assimilé à la culture française et faire en sorte que le français devienne ma langue de communication et que je la maîtrise. Et comme ce sacrifice a été fait par mes parents de devoir oublier ma langue langue native, je me suis toujours fait un devoir de morale de dire, OK, le français m'a été enfoncé au fond de la gorge, le français va devenir ma langue, mais elle va aussi devenir ma langue avec laquelle je vais lutter. Presque à la limite, je veux la retourner contre vous. Donc vraiment, c'était très, très important. Donc, d'où la raison pour laquelle j'ai appris à m'exprimer à l'oral et j'ai appris à m'exprimer à l'écrit et surtout de maîtriser mes deux canaux finalement. Concernant l'écriture, je ne me force pas. Les textes vont sortir comme ça. Et c'est très, très rare finalement quand je vais devoir les réécrire. Le premier jet va être celui que je vais publier. Je vais travailler un petit peu peut-être les accords de participe passé. Ou des fois, je fais pas des bêtises, des erreurs avec les infinitifs, mais c'est très, très rare là, mais ça peut arriver. Donc, je fais ça. Et si jamais je commence à jouer avec un texte, ça veut dire que je ne peux pas le publier. Ce n'est pas un bon texte. Je suis obligée de le déposer. Je ne peux pas travailler avec. C'est le premier texte que je vais vomir, excusez-moi d'utiliser cette expression-là, qui va être celui-ci que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que s'il est là, c'est parce qu'il habitait au fond de moi et il devait sortir à ce moment-là. Et ça, j'y crois beaucoup, beaucoup. Et tous les textes que vous aurez l'occasion de lire dans mon blog ou au niveau des publications Instagram sont des textes qui ont été écrits en une seule et unique fois. Très rarement, il y a du travail là-dessus. Comme mes textes sont aussi des exercices de style, j'ai vraiment fait l'effort de me déprogrammer du formatage scolaire uniforme. Ça, c'était vraiment très important. Formatage qui est finalement peu ouvert vers l'autre et qui va provenir d'un système patriarcal blanc et cis. Et je voulais vraiment me décoloniser de ça. D'où la raison pour laquelle que, par exemple, lorsque je travaille avec des rédactrices et quand je suis amenée à faire des contrats, dans mes contrats, je demande à ce que la correction soit faite par une femme racisée qui va comprendre mon narratif diasporique, ou sinon, je demande à en fait, finalement, le contrat va faire en sorte que je vais trouver quelqu'un qui va me le corriger et je vais envoyer les versions finales. Si jamais on commence à jouer dans mon texte, pour moi, c'est intrusif et ça devient oppressif. Donc ça, c'est très, très politique. Et je n'ai aucun malaise de reprendre mon texte, de dire ma correction, elle m'appartient et c'est pas vrai que vous allez jouer avec votre formatage traditionnel à l'intérieur de mon texte. Sinon, je travaille pas avec vous. Et de toute façon, comme je le dis, quand je donne mes textes et quand j'offre des conférences ou des articles, etc., moi, je n'ai rien à gagner. Ce sont des cadeaux que je fais. Donc, moi, je veux dire que je te donne mon article ou que je te le donne pas, moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Je partage. Et donc, si je refuse de partager, c'est parce qu'il y a une raison politique derrière ça. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Je vais terminer rapidement. Mon écriture, elle est créative et pour moi, et je vais finir avec ça, c'est vraiment l'espace le plus sécuritaire
dans lequel je peux me retrouver et qui va me permettre de laisser exprimer mes émotions et offrir un espace sécuritaire à d'autres femmes, d'autres personnes qui vont pouvoir aussi se reconnaître à travers mon écriture et se sentir en sécurité dans mon écriture. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment super important pour moi. D'où la raison pour laquelle je vous dis, j'ai cette chance magique de ne pas faire beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai quand même rédigé ma thèse de doctorat, des articles, des chapitres de livres. Donc, malgré tout, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien au niveau scolaire. Mes textes sont à moi, purement à moi. À moi, c'est quelque chose qui m'appartient juste à moi. Je n'accepterai pas ce qu'on rajoute des phrases, des lignes, quoi que ce soit. Et dans mes textes, je ne suis plus assujettie à la pression sociale de me taire et je reste moi-même à 100%. C'est à moi et ça m'appartient. Pareil pour mes images aussi. Mais dans mes textes, c'est plus fort parce que j'ai l'impression qu'avec la lecture, les émotions rentrent à l'intérieur des personnes et elles y restent. Donc, c'est ça. Je suis sollicitée pas mal et ça crée chez moi beaucoup d'anxiété parce que j'ai comme vraiment l'impression que je dois délivrer, tu sais, une marchandise et que ça, c'est très stressant. Moi, je vis un gros syndrome de l'imposteur. Beaucoup. Je ne le cache pas, puis j'en ai fait un post. Et il y a deux choses, en fait. Je vis un syndrome de l'imposteur, puis j'ai décidé de ne plus me laisser faire, donc de me défendre. Ce qui veut dire que je suis toujours dans les émotions. J'ai j'ai un gros projet qui s'en vient bientôt. Vous allez sûrement me voir bientôt là-dedans, mais je peux malheureusement pas en parler. Je pense que ça a très bien fonctionné. Ou sinon, je continue l'enseignement. Je suis sollicitée aussi pour écrire des articles. Qu'est-ce que je pourrais partager avec vous comme projet que je sais que je ne vais pas spoiler quelque chose? Je suis sur le point, dans à peu près dans une dizaine de jours, ça va être inclus, de sortir un nouvel article sur l'appropriation culturelle dans le domaine de la spiritualité. Donc, j'attends une infographie qui doit être faite avec une de mes photos. Et je veux notamment parler de deux pratiques spirituelles avec lesquelles j'ai vu un grand malaise, qui est l'utilisation du bâton de sauge et évidemment l'univers du yoga. Je vais travailler là-dessus, mais je ne veux pas uniquement accuser les femmes blanches ou les personnes blanches. Non, je parle réellement, tout le monde est concerné par ça. Parce que même les personnes racisées qui font de l'appropriation culturelle dans la spiritualité, j'ai un malaise. Donc, c'est réellement un texte qui va toucher tout le monde. Mais voilà. Donc, à moyen terme, c'est ça que je peux dire. Puis le reste, si vous me suivez sur Instagram, je vais tout vous raconter. Moi, j'ai appris à choisir mes batailles. J'en ai écrit un texte là aussi. Je fais réellement dans le maximum du possible. Je crois réellement qu'à partir du moment où je fais un travail où j'encourage les femmes à s'émanciper, j'ai l'impression d'avoir fait une grande part et de mon devoir moral, il est déjà très, très accompli. Concernant la nourriture, c'est sûr que je suis obligée de hiérarchiser certaines fois. C'est-à-dire que si je ne peux pas avoir ça, je vais prendre ça. Si je ne peux pas avoir ça, je vais prendre ça. Si je veux prendre... C'est sûr qu'idéalement, être souveraine, pleinement souveraine de ma vie, de mon mode de vie, c'est ça mon idéal de vie, réellement. Alors, pour réellement, pour pouvoir trouver... pouvoir quand même me satisfaire dans ce besoin de souveraineté, j'ai mis en place quelques actions. Comme par exemple, toutes les herbes que j'utilise pour mes rituels, maintenant, la plupart, elles viennent de mon jardin. Donc, je les ai semées, je les coupe, je les fais sécher, merci, bonsoir. Et ce que je sais, c'est que quand je vais ritualiser tout ça, quand il va y avoir finalement les rituels à faire, que ce soit les rituels de lune, que ce soit des besoins d'être protégé ou quoi que ce soit, maintenant, je sais que j'ai mes herbes. Et si jamais j'ai pas mes herbes, l'autre partie va venir du Maroc. Mais là, tu vas me dire, mais ça a voyagé. J'ai dit oui, ça a voyagé, mais ça vient de mon pays d'origine, puis j'en ai besoin pour m'émanciper. Donc, vous voyez, j'essaie de toujours trouver des équilibres, effectivement. Concernant l'implication politique et la dénonciation des inégalités sociales, c'est ça qui me rend le plus malade. J'ai décidé réellement de me focaliser sur mon environnement immédiat, l'île de Montréal. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Et j'ai eu aussi un autre groupe que j'aimerais beaucoup aider, c'est la communauté LGBTQ+, élargie au Maroc, parce qu'il n'y a pas de droit. Mais c'est à peu près tout au niveau, à l'international, ce que je peux faire au niveau d'implication politique et au niveau de dénonciation, au niveau d'aide finalement
de coopération internationale, si tu veux, parce que j'aime pas le mot aide humanitaire. Donc, mais sinon, ça va être tout ce qui va concerner finalement la communauté BIPOC, LGBT de Montréal. Je peux pas faire, ou de Tiohtià:ke. Je peux pas faire plus. Parce que moi, je suis une mère seule avec des enfants et ma santé mentale en dépend. Et si je suis malade, c'est la santé de ma famille aussi qui va en pâtir et mes enfants aussi. Donc, il faut que je trouve un équilibre. Voilà.